Bonjour Éric Girard. Bonjour. Vous êtes né le 7 juillet 1964 à Cholet, où à l'issue d'une carrière modeste au poste de meneur de jeu, vous êtes devenu entraîneur, auprès des jeunes d'abord, puis en équipe première dès l'âge de 32 ans. Vous avez ensuite dirigé Le Havre, Strasbourg, que vous avez conduit au titre de champion de France, puis Limoges, que vous ramènerez dans l'élite en 2010 avant d'être licencié en janvier 2011. Vous avez alors appris que vous souffriez d'un cancer des cordes vocales. Après une radiothérapie, vous vous êtes relancé, malgré tout, dans l'aventure du basket en mars 2012, au Portel, en Pro B, avant de rechuter et de perdre l'usage de la voix. Mais vous êtes revenu encore et dirigé une équipe qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France en éliminant Limoges. Comment parvenez-vous à réussir dans un métier aussi exigeant, avec un handicap comme le vôtre? Je crois qu'il faut, dans un premier temps, beaucoup de passion et beaucoup d'obstination. Quand j'ai eu ce problème, vous savez, je crois qu'il y a deux solutions dans la vie. La première, soit on se plaint et on reste tranquille chez soi et on s'enferme sur soi-même, soit on se dit, on est un compétiteur et on se dit, la vie n'est pas finie, on s'accroche, c'est un nouveau challenge d'être capable de reparler à une cinquantaine d'années et de se dire, pourquoi ne pas continuer de coacher si on s'aperçoit que le talent, il faut un petit peu de talent quand on coach, la passion, les qualités qu'on a, on peut les transposer malgré ce léger handicap que j'ai aujourd'hui. Au quotidien, est-ce que c'est difficile malgré tout? C'est difficile, non, mais c'est un tas de petites choses qu'il faut être capable d'anticiper. Vous fonctionnez comment? Vous parlez moins qu'avant, j'imagine? Vous vous déléguez davantage? Oui, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je parle beaucoup moins. Ou alors je parle pour essayer de dire des choses importantes et moins farfelues que par l'habitude. Et puis également, on a commencé à instaurer des communications juste par les lèvres. Et c'est vrai que mes gens proches, ma famille, mon ami et mon assistant, par exemple, Jackie Périgois, on arrive à communiquer dans des endroits bruyants sans que j'ai besoin, entre guillemets, de hausser le ton, puisque malheureusement, je ne peux pas, ou très peu. On a souvent l'image des coachs, on en parlait, qui s'agitent sur leur banc, crient sur leurs joueurs, les arbitres aussi parfois. Comment gérez-vous désormais le match en lui-même? Je vous rassure, je m'agite toujours. Mon corps, mes bras, mes yeux parlent pour moi parfois. Je fais les briefings tout à fait normalement dans le vestiaire, avant match, mi-temps et fin de match. Par contre, tout ce qui est temps mort, c'est mon assistant qui les traduit pour moi après avoir fait un petit débriefing juste avant. Vos résultats les plus récents sont des messages très positifs, mais est-ce que vous ressentez malgré tout une petite frustration de temps en temps? Bien sûr, j'ai beaucoup de frustration parce que j'aimerais pouvoir communiquer encore plus avec mes joueurs. Et souvent, ça évite aussi, des fois à chaud, de dire des choses qu'on regrette après. Et très souvent dans ma carrière, je me suis dit, tiens, si j'avais su, j'aurais mieux fait de la fermer. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce genre de regret, puisque dès que j'ai quelque chose d'assez négatif à communiquer, j'ai pris la décision de le garder pour moi et d'attendre un meilleur moment pour le communiquer. Et très souvent, on s'aperçoit que la chose négative qu'on voulait dire
se transforme en plus rien du tout, ou alors en quelque chose de plutôt bénéfique ou positif. Le respect et la concentration que peuvent avoir mes équipes, mes joueurs aujourd'hui, est largement supérieur à ce que j'ai eu par le passé. Les joueurs entre eux, quand je dis quelque chose, je n'ai pas besoin 2 fois pour demander d'arrêter la balle. Ils le font immédiatement, français comme américains, les bons mecs comme les joueurs moins intéressants. Est-ce que vous voulez dire que même les imbéciles vous fichent un peu plus la paix? J'ai pas d'imbéciles dans mon équipe. Mais on a toujours des joueurs un petit peu plus, comment je pourrais dire, un petit peu plus extravertis, un petit peu plus particuliers, qui veulent toujours la ramener, même quand il n'y a rien à dire. Eh bien, ces gens-là aussi, je crois qu'ils font très attention. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais agréablement surpris même de la manière dont on vous entendez. Est-ce que c'est déjà un petit peu miraculeux, entre guillemets, pour les docteurs, que vous vous en sortiez aussi bien? Je pense qu'ils n'ont jamais eu à Oscar Lombré, l'endroit à Lille où je me suis fait opérer par un des plus grands professeurs, quelqu'un d'aussi chiant que moi. Parce que quand il me disait, vous allez vous arrêter 4 mois, au bout de 3 semaines, j'étais déjà sur le terrain. Quand on m'a dit, monsieur, vous ne parlerez pas avant X temps, je leur ai dit, professeur, c'est pas possible. Je vais parler bien avant ça. Mais d'un autre côté, je crois qu'ils m'aiment bien. Parce que pour eux, je pense que je suis en quelque part une certaine réussite. Alors que certains médecins disaient, il faut vous arrêter, il faut arrêter de travailler, vous allez être couvert par les assurances, etc. Je leur dis, qu'est-ce que vous me racontez? Les assurances, arrêter de travailler, c'est pas pour moi. Vous vous décrivez comme quelqu'un d'extrêmement combatif. Cependant, lorsqu'on vous a annoncé cette récidive qui était si peu probable, est-ce que là, le coup de massue a été terrible? Est-ce que vous avez envisagé le pire? Non. J'ai pris un coup de quelques secondes. À ce moment-là, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Mais je crois que quelques secondes ou minutes après, j'étais déjà réorganisé dans le futur. Et je savais que j'allais avoir un autre match à disputer. Mais, ma foi, aujourd'hui, il est presque gagné à nouveau. Presque. On parle souvent de la grande famille du sport, la grande famille du football, la grande famille du rugby, etc., etc. La grande famille du basket, elle a existé pendant vos difficultés? Non. Très peu. J'étais surpris de certains messages d'encouragement. Mais dans le monde, comme vous dites, la grande famille, il ne faut pas se leurrer. C'est beaucoup de blabla, beaucoup de choses devant les caméras, mais par derrière, il n'y a plus grand-chose. En ce sens, la victoire contre Limoges en demi-finale de la Coupe de France, qui va donc vous envoyer à la Halle Carpentier à Paris pour le début mai, est-ce qu'elle avait une saveur particulière, une forme de revanche? Pas de revanche. Un vrai plaisir pour montrer que, à ceux qui pouvaient en douter, que je peux coacher en première division, puisqu'on a battu avec mon équipe, mon staff, on a battu 4 équipes de Pro A du top 8 du championnat. Après, je vois bien ce que vous voulez dire par rapport à Limoges.
Vous savez, il faut attacher de l'importance aux gens qui le méritent. Est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans? Ça ne fait aucun doute. Parce que d'abord, on est meilleur que dans notre métier. Plus les années passent, quand on reste passionné, plus les années passent, plus on progresse. Quand on est capable de se remettre en question. Et vous pensez bien que la remise en question, avec ça, elle a été énorme. Je ne voulais pas faire pitié en disant je vais m'accrocher. Non. Le jour où je verrai que ma qualité de travail ne sera plus suffisante, on n'aura pas besoin de me le dire. Je partirai de moi-même. Gagner cette Coupe de France le 3 mai prochain, cela représenterait quoi pour vous? Ça représenterait, je crois, un retour à mes joueurs, à mon président, au staff, qui ne m'ont jamais douté de moi. Au-delà d'une ligne en plus sur mon CV, c'est beaucoup plus que ça. Ça serait vraiment de dire aux gens merci. Et au-delà du merci, pour vous-même, ce serait une fierté? Oui, mais pas plus que les 5 trophées ou titres que j'ai déjà gagnés avant ma maladie. Vraiment, pardon d'insister, mais on imagine quand même que pour vous, ce serait un peu plus que cela. On a peut-être tort. Vous savez, pour moi aujourd'hui, je me considère un coach à part entière, un homme à part entière. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de raison. Je sais les efforts que j'ai faits pour revenir à ce niveau-là. Je sais les efforts de persuasion que je dois faire pour faire comprendre aux dirigeants de clubs de Pro A, aux dirigeants de clubs européens, qu'un mec comme moi va pouvoir tenir son équipe et l'emmener tout en haut. Ça, c'est mon combat. Même si, au Portel, je suis formidablement bien. Mais quand on est compétiteur, on a toujours l'envie d'aller le plus haut possible. Et ça, j'ai toujours ça dans ma tête. Et ça sera très dur de me l'enlever. Merci beaucoup. Merci à vous.